Eh bien, après ces posts consacrés à la description du paysage intellectuel chinois au XXIe siècle, peut-on de là déterminer des critères d'après lesquels la doctrine Xi, la doctrine du rêve chinois, la doctrine de Xi Jinping, intègre à son discours les contributions culturelles et intellectuelles de son temps? Peut-être peut-on les dégager à partir d'une lecture du chapitre 9 du tome 2 de la gouvernance de la Chine qui est consacré à la confiance dans la culture. Je cite. L'idéologue du parti, Wang Huning, s'intéressait déjà au débat sur le soft power dès 1993, si on en juge par sa bibliographie. Et 25 ans plus tard, Xi Jinping prolonge sa thèse d'une puissance nationale fondée sur la culture. Alors que Wang Huning se soit intéressé à la question du soft power, nous renvoie à Joseph Nye. On peut renvoyer notamment à Born to Lead, The Changing Nature of American Power, paru en 1990. Joseph Nye opposait ce concept de soft power, à celui d'hard power command, pour désigner les formes du pouvoir non coercitif devenues prédominantes à la fin de la guerre froide et qui permettent d'influencer l'agenda des questions internationales, de peser dans le débat sur la définition des normes légitimes. Il évoque la capacité à susciter des comportements coopératifs, cooperative power behavior, en insistant sur le fait qu'une puissance réussit mieux par des comportements incitatifs que par des moyens de direction et de contrôle contraignants. Par ces moyens, outre la force des institutions, Joseph Nye analyse l'état de la culture pour contredire les arguments d'un déclin américain. Voilà, soft power contre hard power. Dans le présent contexte, la réalisation du rêve chinois ne passe plus prioritairement par la lutte armée. Comme je l'ai souvent répété, il n'y a aucun champ d'opération militaire chinois ouvert dans le monde. Cela passe par la culture au sens gramscien du terme, comprise comme un levier de transformation des représentations sociales, utile au travail politique. Et j'évoque Gramsci parce que Wang Huning, la plume de Xi Jinping, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi les précédentes capsules, Wang Huning est un intellectuel de gauche, un intellectuel marxiste. Donc il n'ignore rien de l'œuvre de Gramsci. Et là, je voudrais citer Nathan Sperber, un jeune intellectuel français qui écrit, je le cite, « L'hégémonie a trait à quelque chose de plus vaste qu'une dynamique qui opère dans la sphère de la culture. Fondamentalement, c'est une manière d'exercer le pouvoir dans une société et par là même de transformer cette société. » Voilà ce qu'écrit Nathan Sperber dans Pour Gramsci, le combat est plus vaste qu'un simple assaut, un article paru en novembre 2018. Donc, Joseph Nye et Antonio Gramsci, même combat. Mais désormais, ce n'est plus un combat qui passe par la force armée, c'est un combat qui passe par la culture, par le soft power. C'est bien un combat pour l'hégémonie, mais une hégémonie culturelle. Simplement, on verra que le vocabulaire de Xi Jinping ne retient pas cette terminologie gramscienne. Donc, pour des raisons de cohérence terminologique interne à l'analyse du discours de Xi Jinping, j'emprunterai l'idée de Gramsci sans reprendre son vocabulaire de l'hégémonie, parce que vous verrez que chez Xi Jinping, il y a une rhétorique anti-hégémonique. Or, la politique de Xi est au sens gramscien une politique hégémonique. Seulement, ce n'est pas une hégémonie qui passe par le déploiement d'une force militaire. On y reviendra. Nous sommes là au cœur des questions de philosophie militaire, sur lesquelles je reviendrai plus tard. Pour revenir à Xi Jinping, les 9 discours du chapitre 9 du tome 2 de la gouvernance de la Chine portent sur les rapports de la confiance et de la culture. Il s'agit essentiellement de la confiance du peuple chinois en sa propre culture. Tel est le levier fondamental de cette hégémonie culturelle. La confiance en soi, zixing en chinois,
sur laquelle Xi Jinping insiste tellement, désigne ici l'espoir de réussir la conjunctio oppositorum, si vous me permettez cette expression, la conjunctio oppositorum, la coïncidence des contraires, deux tendances de la nouvelle gauche, du libéralisme et du néo-confucianisme, en sélectionnant parmi ces trois courants les idées qui permettent de tenir la promesse de résilience nationale et de, je cite Xi Jinping, stimuler l'esprit national. Donc je rappelle que la réalisation du rêve chinois consiste à intégrer simultanément et à se confronter ou à assumer en même temps 1. L'héritage national d'un marxisme sinisé, désormais centenaire, 2. Les principes d'une mondialisation libérale, et 3. Un besoin social de sens et de spiritualité qui s'exprime dans le néo-confucianisme. On voit bien que nouvelle gauche, libéralisme et néo-confucianisme sont comme le soufre, le sel et le mercure, les trois composantes du paysage intellectuel chinois qui résonnent avec ce triple impératif. Et on peut imaginer, bien qu'on ne sache rien des débats internes du PCC, qu'elle féconde la réflexion des décideurs politiques. Les éléments du débat intellectuel chinois qui viennent s'intégrer dans la doctrine Xi sont retenus en fonction de ce critère de compossibilité. Donc il ne s'agit effectivement pas de permettre aux libéraux d'exprimer leurs idées libérales, aux néo-confucéens d'exprimer leurs idées néo-confucéennes et aux marxistes d'exprimer leurs idées marxistes. Évidemment, le critère de compossibilité, c'est la stimulation de l'esprit national, ou pour le dire d'un mot, c'est l'unité. Donc les intellectuels chinois ne sont libres que dans la mesure où ils contribuent à proportion de leur contribution à la stimulation de l'esprit national, comme disait Xi Jinping, c'est-à-dire dans la mesure où ils contribuent à l'unité de la patrie. L'unité est ici plus importante que la liberté. La liberté doit être au service, dans la perspective chinoise, dans la perspective de Xi, au service de l'unité. Donc ces différents courants nationaux, nouvelle gauche, libéralisme, néo-confucianisme, doivent s'ajuster et ne sont, je dirais, tolérables, légitimes que dans la mesure où ils s'ajustent à l'objectif, je cite Xi Jinping, d'une juste direction spirituelle de l'humanité, entendu comme contre-modèle face à l'universalisme de la culture occidentale, jugé uniformisant et hégémoniste, lui, accusé d'être au service de l'idéologie capitaliste de la superclasse mondiale, comme le dirait Samuel Huntington. Je cite Xi Jinping, « Il faut stimuler les transformations créatives de la civilisation chinoise, son développement créatif, stimuler sa vitalité, faire que la Chine, de concert avec la civilisation multicolore d'autres peuples, contribue à une juste orientation spirituelle pour l'humanité. » Voilà, vous trouvez ça au tome 2, page 340. Tels sont les besoins exprimés dans le prolifique débat intellectuel chinois que reflète le miroir du rêve chinois et qu'il se donne pour objectif de tenir ensemble ou de satisfaire simultanément. Mais encore une fois, et pour conclure, il ne s'agit pas de satisfaire ces différents courants par libéralisme, il s'agit de les satisfaire dans la mesure où ces courants eux-mêmes, c'est-à-dire les auteurs qui les représentent, contribuent à l'effort d'unité nationale. Il s'agit d'accroître la puissance nationale grâce à la contribution des intellectuels du pays. Voilà quelle idée gramscienne permet de comprendre comment Xi Jinping et Wang Huning synthétisent en quelque sorte ce paysage intellectuel chinois dans la doctrine du rêve chinois. C'est tout pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de nos analyses de la doctrine du rêve chinois. Belle journée à tous.